Allez, on baisse la lumière, on monte le volume et on y va. Le drame très récent de Crans-Montana en Suisse, 40 morts, 119 blessés à ce jour, dans l'incendie du bar Le Constellation lors du Nouvel An, fait douloureusement écho à une catastrophe similaire, survenue il y a plus de 20 ans aux États-Unis. Voici des images du site du Constellation après l'incendie. Revenons au 20 février 2003, West Warwick, petite ville du Rhode Island. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur de la boîte de nuit The Station, l'ambiance est bouillante. 462 personnes sont entassées dans un espace homologué pour seulement 404. C'est un jeudi soir classique. Des habitués, des fans de rock, des gens venus boire une bière et passer un bon moment. Le club est un bâtiment bas, sans grande prétention. Une scène exiguë au fond, un bar principal, une piste de danse bondée et surtout des murs et plafonds recouverts d'une mousse acoustique bon marché, en polyuréthane, censée étouffer le bruit. Cette mousse n'est pas ignifugée. Personne ne s'en inquiète vraiment ce soir-là. Voilà un plan du club, à quoi il ressemblait au moment du drame. La tête d'affiche, c'est Jack Russell's Great White, une version du célèbre groupe de hard rock des années 80 qui tente un retour sur scène. 2 groupes ont déjà joué en première partie. La foule est chaude, impatiente. Il est exactement 23h07. Les lumières s'éteignent d'un coup. Les hurlements d'excitation montent. Jack Russell monte sur scène. Pour lancer le show en beauté, le tour manager, Daniel Bitchell, déclenche 4 gerbes pyrotechniques. Ces fontaines d'étincelles blanches fusent vers le plafond sans aucune autorisation préalable. Regardez ce type d'effet, impressionnant, mais mortel dans un espace clos, tout comme les étincelles des bouteilles de champagne à Crans-Montana. En quelques instants, les étincelles touchent la mousse autour de la batterie. Une petite flamme apparaît sur le mur gauche. Au début, certains dans la foule pensent que c'est voulu, que ça fait partie du spectacle. Voici des captures illustrant le départ du feu ce soir-là. En 30 secondes, Jack Russell arrête net de chanter. Il regarde les flammes et lâche dans le micro. Waouh, ça, c'est pas bon. Au bout de 40 secondes, l'alarme incendie hurle enfin. Une fumée noire, épaisse, toxique, descend du plafond comme un rideau mortel. C'est là que la panique explose. Presque tout le monde se rue vers la sortie principale, celle par laquelle ils sont entrés. Un couloir étroit avec un angle à 90 degrés. Les corps se bousculent violemment. Les gens tombent, se font piétiner. Un bouchon humain se forme en quelques secondes. L'issue est complètement bloquée. Un scénario tragiquement similaire à celui décrit à Crans-Montana. Parmi les survivants, il y a Mike Vargas. Il est près de la scène quand le feu démarre. Il court vers la porte principale, trébuche, et se retrouve enterré sous une pile de corps haute de plus d'1,50 m. Instinctivement, il se met en position fœtale sur le côté pour protéger son diaphragme. Ça lui permet de capter un mince filet d'air au ras du sol. Il reste coincé là plus d'1h30, pleinement conscient. Il entend les cris autour de lui, diminuer progressivement, puis s'éteindre. Il sent l'eau des lances des pompiers couler sur la pile. Quand les secours commencent à dégager les corps, il attrape la botte d'un pompier pour signaler qu'il est vivant. Il sort debout, avec seulement quelques brûlures mineures aux jambes. Joe Keenan fait partie des plus gravement atteints. Il est brûlé sur plus de 40% du corps, au 3e et même 4e degré. Il perd tous ses doigts, ses orteils, une grande partie de son cuir chevelu et de ses oreilles. Il passe 3 mois dans le coma artificiel. À son réveil, il subit plus de 130 opérations chirurgicales, dont des greffes de peau massives et même une greffe de main. Des années plus tard, lors d'un congrès mondial des grands brûlés, il rencontre Carrie, une autre survivante. Ils tombent amoureux, se marient et ont une fille. Joe dit aujourd'hui qu'il évite tout ce qui ressemble à du feu, mais qu'il a réussi à reconstruire une vie pleine de sens. Gina Russo est au club avec son fiancé Fred cette nuit-là. Quand le feu éclate, Fred la pousse vers la sortie en lui criant « Go, go, go !» Elle parvient à sortir, mais Fred reste à l'intérieur. Gina est brûlée au 4e degré sur la tête. Elle perd définitivement ses cheveux et doit porter une perruque pour le reste de sa vie. Elle passe des semaines dans le coma, subit des dizaines d'opérations et une rééducation extrêmement douloureuse. La culpabilité du survivant la ronge pendant des années. Pourquoi moi et pas lui ? Pourquoi moi et pas l'un des 100 morts ? Aujourd'hui,
Gina est devenue présidente de la fondation du mémorial de The Station. Elle aide d'autres grands brûlés et organise des événements de sensibilisation à la sécurité incendie. Elle dit que survivre est une bénédiction, même si le vide laissé par Fred ne se comble jamais. Linda Saran, quant à elle, c'est une grande habituée du club. Elle connaît presque tout le monde ce soir-là. Elle est gravement brûlée et passe elle aussi des semaines dans le coma. À son réveil, elle endure une longue et pénible rééducation. Elle raconte souvent cette phrase qui résume tout. On était venu boire une bière, écouter du rock, s'amuser, et un quart d'entre nous n'est jamais rentré à la maison. Linda porte encore les cicatrices, surtout le corps, et parle ouvertement de la culpabilité des survivants et du traumatisme qui ne s'efface jamais. Beaucoup de rescapés, même ceux sortis physiquement indemnes, souffrent d'un stress post-traumatique sévère. Certains n'arrivent plus à entrer dans une salle de concert. D'autres font des cauchemars récurrents. La culpabilité est un thème récurrent. Pourquoi eux et pas leurs amis restés à l'intérieur ? 5 minutes après le départ du feu, le bâtiment entier est un brasier infernal. 6 minutes plus tard, le toit s'effondre complètement. Le lendemain matin, le site n'est plus qu'un amas de débris calcinés. Le bilan, il est terrible. 100 morts, dont le guitariste du groupe Ty Longley et plusieurs employés du club. Plus de 230 blessés, dont une grande majorité avec des brûlures graves. Les causes sont multiples et évitables. Absence d'arrosage d'eau contre l'incendie, mousse acoustique hautement inflammable, utilisation de pyrotechnie sans permis, surcapacité et surtout cette panique collective vers une autre sortie, vers une seule, alors qu'il y en avait 3 autres. L'enquête dure des mois. Daniel Bitchell plaide coupable pour 100 chefs d'homicide involontaire et prend 4 ans de prison effective. Les frères Derderian, propriétaires du club, acceptent un accord. L'un fait 4 ans, l'autre des travaux d'intérêt général. Les indemnisations civiles atteignent au total 176 millions de dollars. Mais le vrai changement vient des lois. Cette catastrophe force les États-Unis à renforcer massivement les normes de sécurité incendie dans les lieux publics. Sprinklers automatiques obligatoires, matériaux ignifuges exigés, interdiction stricte de pyrotechnie intérieure sans permis spécifique. Aujourd'hui, à l'emplacement exact de The Station, il y a un parc mémorial, calme et sobre, inauguré en 2007. Sans croix, sans nom gravé. Cette nuit du 20 février 2003 reste l'une des pires catastrophes dans une boîte de nuit aux États-Unis. Comme à Crans-Montana aujourd'hui, elle nous rappelle une règle simple mais vitale. En cas d'incendie, dirigez-vous toujours vers la sortie la plus proche, même si ce n'est pas celle par laquelle vous êtes entré. Ne filmez pas, sortez. Fin de l'épisode. Vous pouvez rallumer les lumières, baisser le son. À bientôt.